je me présente. Donc, je suis Benoît Chalas, consultant formateur, donc chez Extrémité depuis quelques années maintenant. Pour ceux que j'ai pas eu le plaisir de rencontrer, donc je m'occupe de la partie Sedge 100, voilà, donc les produits comptabilité, gestion commerciale. Pour faire un bref retour sur la société Extrémité, donc on est une ESN régionale, donc on est basé à Villeneuve-d'Ascq. On est décomposé, donc on existe depuis 2000, donc maintenant 19 ans. Extrémité, c'est 35 collaborateurs répartis dans 3 services, donc les solutions applicatives, les solutions web et digitales et solutions réseau sécurité informatique. Donc nous avons le plaisir de compter 650 clients. Au niveau de nos services, donc on vous remercie parce qu'effectivement nos clients nous attribuent la note de 9,2 sur 10 au niveau des interventions et effectivement pour souligner cela, on a un taux de renouvellement de nos contrats qui est de 92%. Suite à cette petite présentation, effectivement nous allons alors j'entends juste un petit bruit. Je pense qu'il y a une ligne qui est restée ouverte. Alors, je vais couper tous les micros, comme ça, effectivement, on n'entendra pas de bruit extérieur lors de la présentation. Si toutefois vous avez des questions ou vous rencontrez des problèmes techniques, n'hésitez pas à nous contacter par le chat. Donc en haut, normalement, sur Webex, vous avez un petit outil de chat. D'ailleurs, je répondrai aux questions que vous avez posées sur cet outil à la suite de la présentation. L'idée donc c'est de revoir vraiment la version 3, donc une rétrospective sur la version 3, revoir également donc les nouveautés de la V4. Donc c'est une version qui était sortie fin novembre début décembre 2018. Donc effectivement on n'avait pas eu l'occasion de faire un webinar sur cette version, puisqu'effectivement c'est une version qui est sortie au même moment en fait que les nouveautés légales pour la paye, donc pour éviter un peu les embouteillages d'informations, il n'y a pas eu de webinar sur cette version. Et donc les nouveautés de la version 5, donc qui est une version assez riche en termes de nouveautés fonctionnelles. Voilà, donc comme je disais, si jamais vous ne m'avez pas entendu lorsque je vous l'ai expliqué, si vous avez des questions ou des problèmes techniques, n'hésitez pas à me les envoyer par le chat. Et si vous m'entendez correctement, auquel cas, voilà, si vous avez des questions même sur le produit, j'y répondrai avec plaisir en fin de session. Donc, petite rétrospective sur la version 3. Alors, j'imagine qu'il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui sont déjà en version 3. Pour ceux d'entre vous qui seraient sur les versions 1 ou 2 de la SANCloud, mais on va juste repasser rapidement sur la version 3, donc qui était une nouveauté qui comprenait surtout, qui avait un objectif surtout, c'était de répondre aux évolutions légales. Donc les évolutions légales qui concernent la loi antifraude à la TVA, avec les 4 volets maintenant connus, puisqu'on a eu l'occasion de faire un webinaire sur ce sujet-là. Donc le volet inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage. Voilà, donc c'est des éléments qui ont été intégrés au niveau du logiciel de comptabilité sur cette version 3, donc qui date d'à peu près l'année dernière. Principaux impacts de la loi antifraude, pour revenir un petit peu sur les éléments qui ont été impactants à ce niveau-là. Les obligations de clôture. Alors, je rassure tout le monde, la version 3 va toujours vous proposer d'avoir 5 exercices en ligne. Par contre, il ne sera plus possible d'avoir plus de 2 exercices non clôturés. Voilà, donc pour ceux qui avaient l'habitude de conserver des exercices non clôturés complètement, alors parfois la clôture des journaux était faite, mais pas la clôture des exercices. Pour ceux qui ont un peu cette habitude, voilà, dans les versions, à partir des versions 3 et donc sur les versions 4 et 5, il sera plus possible de conserver plus de 5 exercices, 3 exercices non clôturés. Une nouveauté est venue enrichir le fonctionnel du produit, c'est la sauvegarde fiscale des données. Donc, il y a une optimisation des traitements de fin d'exercice qui a été mise en place sur la version 3, qui permet de chaîner les actions d'archivage. À savoir, on va retrouver en fait l'édition de la balance des comptes, balance des tiers, grand livre des comptes, grand livre des tiers, les journaux et le fameux fichier des écritures comptables qu'on appelle aussi fichier FEC. Donc,
cette sauvegarde fiscale des données. Voilà, c'est une nouvelle fonctionnalité en fait qui existait déjà sur les versions 1 et 2, mais elle a été renforcée pour pouvoir répondre aux obligations d'inaltérabilité. Donc, si je reviens un petit peu sur la slide précédente, voilà, on a une notion d'inaltérabilité et de sécurisation des données des comptabilités pour être en conformité avec la loi antifraude. On a également le journal des événements légaux et audit des données sécurisées. Alors ça va permettre quoi? Ça va permettre simplement de savoir en cas de contrôle qu'est-ce qui a été fait sur la base, à quelle période les clôtures ont été faites, quand ça a été archivé, est-ce qu'il y a eu des sauvegardes, et au niveau des données sécurisées, est-ce qu'il n'y a pas eu une modification directement sur la table des écritures, par exemple. La mise en conformité des impressions, c'est en fait des mentions impressions provisoires qu'on va retrouver à la fois en comptabilité. Alors effectivement, aujourd'hui, on va parler des nouveautés de la gamme, donc que ce soit la comptabilité, la gestion commerciale, les moyens de paiement, les immobilisations, mais on fera des focus sur les produits comptabilité et gestion commerciale. Donc la conformité des impressions, on va la retrouver à deux endroits. On va la retrouver au niveau des éditions de la comptabilité, des balances, des grands livres, et au niveau des factures. Il y aura des mentions effectivement d'impression provisoire ou de facture provisoire tant que les factures en l'occurrence ne seront pas validées ou que l'exercice ne sera pas clôturé. Donc effectivement, ces notions d'écriture validée en gestion commerciale, pour ceux qui sont déjà passés en version 3, vous avez certainement remarqué que les écritures qui proviennent du logiciel de gestion commerciale ou des moyens de paiement sont automatiquement clôturées. Donc ça, c'était une nouveauté de la version 3. On verra que sur la partie gestion commerciale, il y a un petit peu un enrichissement fonctionnel, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que la loi antifraude, pour rappel, elle concerne essentiellement les sociétés qui font du B2C, donc vers du client particulier. Autre impact, l'obligation de fonctionner avec la validation des factures. Donc c'est une fonction qui avait toujours existé, même déjà sur les I7, la validation des factures, on l'avait déjà. Donc cette validation des factures va devenir effectivement obligatoire sur les versions 3. On a également l'attestation de conformité en cas de contrôle. Donc, vos logiciels étant certifiés par Sedge, vous avez la possibilité de sortir une attestation de conformité. Également, donc, quand on parle d'évolution légale sur les versions 3, on avait en fait les réglementations RGPD qui étaient applicables à partir du 25 mai 2018. Et donc, les impacts au niveau de vos logiciels, c'est déjà un accroissement du niveau de sécurité dans les bases de données. C'est-à-dire qu'en cas de création de nouveaux dossiers, à partir d'une sans cloud version 3, vous avez l'obligation de donner un mot de passe fort. De même, lorsque vous essayez de rentrer, si vous regardez un petit peu, pour ceux qui sont un peu férus de bases de données, si vous regardez au niveau des bases de données SQL, on ne voit plus de traces du mot de passe dans les bases de données SQL. Donc tout ça participe au renforcement de la protection des données. On a également quelques fonctions facilitatrices, puisque effectivement le RGPD c'est une politique globale, donc chaque logiciel est un peu impacté par cette RGPD. Donc on a deux fonctions facilitatrices dans Sedge, notamment, c'est l'effacement des données et l'exclusion du traitement des fins marketing. Alors l'effacement des données, c'est quoi? C'est de pouvoir effacer une fiche client. Et l'exclusion des traitements à des fins marketing, ça permet effectivement en cas de demande d'un client, c'est plutôt à destination des particuliers. Si un particulier vous demande de ne plus lui envoyer d'email, vous pouvez effectivement l'exclure des traitements à des fins marketing dans votre gestion commerciale. Mais la V3, c'était pas uniquement des nouveautés et des évolutions légales. Il y a également eu son lot de nouveautés fonctionnelles et d'enrichissement fonctionnel par rapport aux versions 1 ou 2. Notamment, il y a eu effectivement la possibilité d'avoir plus de champs au niveau des listes et des filtres, une amélioration de la gestion des écritures de régularisation, une fonction d'actualisation du rapprochement bancaire, le lettrage en saisie, la gestion des extraits vides, la possibilité de mettre ces conditions générales de vente au verso des factures lorsqu'on fait de la gestion commerciale. C'est également un connecteur Chorus Pro pour la dématérialisation des factures.
On peut également, depuis la version 3, gérer les prospects au niveau de la gestion commerciale, ce qui signifie effectivement qu'on a la possibilité de désormais envoyer effectivement créer des devis à des prospects sans forcément aller polluer entre guillemets sa base de clients en comptabilité, parce que souvent le souci qu'on avait sur les prospects, c'était le fait de devoir devoir créer un client, généralement créer un client prospect, pour ne pas avoir à chaque fois qu'on avait un nouveau prospect l'ajouter à la base de données. On a également l'impression en rafale en des PDF. Donc l'impression en rafale des PDF, c'est quoi? C'est des factures, PDF qu'on imprime depuis le logiciel de gestion commerciale. L'idée, c'était de pouvoir créer autant de fichiers qu'on avait de factures, alors qu'auparavant, il faisait un seul fichier par facture. Alors, je vois un petit instant, on dit un souci de connexion. Alors, je vous mets un petit instant. Je vous mets un petit instant. Excellent. Donc effectivement, donc au niveau des nouveautés de la version 3, on avait également un simulateur de remise qui permettait de simuler en fait des tests de remise. L'automatisation du cours des devises également. Donc ça, c'est quoi? C'est l'automatisation du cours des devises. Ça permet de récupérer de façon automatique pour ceux qui font du commerce international tout simplement, ou qui payent ou qui achètent en devises, la possibilité de récupérer automatiquement le cours du jour. Là où auparavant, il fallait aller renseigner manuellement une devise dans la facture, dans l'entête du document, ou au niveau de la ligne d'écriture. Là, maintenant, le logiciel est en mesure, si vous saisissez en devise, de pouvoir identifier la date à laquelle vous saisissez et le cours à la date à laquelle vous saisissez, ce qui permet effectivement de gagner vraiment du temps. Enfin, le connecteur Office 365, c'est également une des nouveautés. Enfin, je dis enfin, mais il y a effectivement d'autres nouveautés. Le connecteur Office 365 va vraiment vous permettre de lier votre gestion commerciale ou votre comptabilité avec un compte Office 365 pour pouvoir faire de l'envoi par mail ou de l'envoi ou de l'export Excel, ce qu'on ne pouvait pas faire forcément auparavant. Alors, toutes ces nouveautés, je ne vais pas m'étendre aujourd'hui sur le sujet, puisqu'en fait, on a déjà fait un webinar version 3. L'idée, c'était plus de vous balayer rapidement ces nouveautés. Mais effectivement, on a déjà fait un webinar à ce sujet, et le replay est disponible sur notre chaîne YouTube, du coup. Donc là, on va aborder les nouveautés de Sage Cloud V4, donc qui était plutôt une version mineure de la V3. Effectivement, on n'avait pas eu l'occasion de faire un webinaire, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on en profite pour refaire un peu le point sur cette version. Donc des allègements, en fait, il y a des allègements au niveau des contraintes, notamment sur la loi antifraude. En fait, la loi antifraude, les éditeurs de logiciels ont par définition appliqué toutes les nouveautés et toutes les contraintes de la loi antifraude à tout le monde. Sauf qu'effectivement, pour les entreprises qui ne font que du B2B, qui sont donc hors du champ d'application de la loi antifraude, c'était assez contraignant. On parle effectivement de la mention d'exemplaires provisoires, par exemple, qu'on avait systématiquement sur les factures avant validation. Là, avec cette version 4, on a une disparition de la mention exemplaire provisoire sur les factures, ce qui fait qu'effectivement, on n'est plus obligé de valider obligatoirement pour envoyer la facture, pour ensuite derrière la revalider s'il y avait une modification à apporter. Donc on a en option la possibilité d'aller décocher une petite case qui permet d'accéder à cet exemplaire non provisoire, donc l'exemplaire définitif.
L'association d'une facture et d'un règlement ne valide plus la facture et le règlement. Également, dans le cadre de la loi antifraude, il était précisé qu'effectivement, les clients, lorsque le règlement avait été effectué, on devait rendre inaltérables les factures en lien avec ce règlement. Donc là, désormais, l'association d'une facture et d'un règlement, si on décoche l'option loi antifraude, le règlement ne valide plus la facture ni le règlement. Et on va retrouver la même chose sur les acomptes non comptabilisés, qui restent donc modifiables tant qu'ils n'ont pas été effectivement validés et comptabilisés. De même, on a l'enregistrement du modèle client qui va se faire uniquement lors de la validation. Auparavant, il reprenait uniquement un modèle par défaut pour la validation du modèle client. On a également eu un petit retour. Alors, pour ceux qui sont déjà passés en version 3, une autre nouveauté de la version 3, ça a été la recherche, ce qu'on appelle la recherche texte intégrale d'SQL. C'est-à-dire que c'est recherché par rapport à un mot, à un champ texte qui est situé au niveau, là en l'occurrence j'ai pris l'exemple d'une fiche article. Dans une fiche article, on pouvait rechercher par rapport à un mot, tout simplement. Et donc le logiciel rebalayait les champs texte de la fiche et nous retournait les articles qui contenaient ce mot. Parce qu'effectivement, cette barre qui était en haut, elle servait surtout pour faire des recherches sur le début du mot et non pas sur le mot entier. Et donc, on a eu quelques retours disant que effectivement la barre de recherche en haut était devenue moins pratique que ce qu'ils avaient auparavant sur les i7. Donc, retour en arrière un petit peu, retour en arrière, plutôt ajout d'une fonctionnalité, puisque maintenant on a la possibilité de repartir sur un mode de recherche avec un commence par, où effectivement on pourra quand même utiliser la nouvelle fonctionnalité de mot entier. On a également la possibilité de faire une recherche uniquement sur la désignation. Donc ça, voilà, ça a été un petit peu un sujet qui a été revu, puisqu'effectivement ça partait d'une bonne idée, l'idée de pouvoir rechercher sur n'importe quel champ de la fiche, mais du coup avec des effets de bord qui étaient un peu indésirables. La clôture et la sauvegarde fiscale, donc pour ceux également qui ont déjà été passés en version 3, alors cette version 4, pour revenir un petit peu sur ce que je disais, c'est plus une version 3 améliorée, c'est-à-dire que les nouveautés fonctionnelles qui avaient été injectées en version 3, elles ont été soit réapprofondies, soit corrigées si on estimait que c'était un peu désagréable à l'utilisation sur cette version 4. Donc là, on va effectivement retrouver notamment une option, imprimer les balances et grands livres uniquement de toute la période lors de la sauvegarde fiscale. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas une clôture mensuelle des journaux, ce qui est encore le cas dans la majorité, je pense, des entreprises, le souci, c'est que pour faire la clôture périodique, il va falloir imprimer chaque mois la balance, le grand livre. Maintenant, dans la sauvegarde fiscale, on a une option pour imprimer sur toute la période en une seule fois. Et ça, c'est une des nouveautés de la version 4. De même, le contrôle des exercices clôturés, il ne se fera qu'à la création d'un nouvel exercice. Là où sur les versions 3, je vous ai dit tout à l'heure, une version 3, c'est une obligation d'avoir maximum 2 exercices non clôturés. Le souci, c'est qu'à la première connexion, si on se connecte, en version 3, il nous demande automatiquement d'aller tout de suite faire les clôtures. Bon voilà, là il y a une petite amélioration. Le message n'apparaîtra que si on souhaite recréer un troisième exercice ou un quatrième exercice d'ailleurs. Il nous bloquera juste à ce moment-là, nous demandant de faire les clôtures, ce qui de toute façon devrait être le cas. Office 365, donc effectivement, il y a eu un renforcement sur les versions 4 avec le connecteur 700 Cloud, une ouverture des données 700 Cloud avec le connecteur. Donc, ça permet effectivement d'accéder à des applications d'Office 365 qui sont Microsoft Flow et Power Apps. Alors là, j'avance un peu parce qu'effectivement, le connecteur est sorti sur les versions 4, mais l'approfondissement, il va vraiment avoir lieu sur les versions 5. Et donc des exemples d'utilisation de Office 365 avec Sage, c'est un flow d'approbation de bons à payer par exemple, ou dans Power Apps, une application Mes clients qu'on peut télécharger donc sur le téléphone et qui va permettre de modifier en temps réel des fiches clients sur une application de téléphone. Donc c'est
c'est vraiment une volonté de Sage de renforcer le lien entre Sage et Office 365 pour pouvoir bénéficier en fait de tous les aspects positifs qu'offre Office 365 dans l'utilisation notamment nomade ou dans l'utilisation à distance. Donc là, c'était plus l'idée c'était plus de faire une petite rétrospective sur les versions précédentes. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler donc de la Sage SoundCloud V5. Donc bien sûr, si vous avez des questions sur les anciennes versions, n'hésitez pas à revenir vers nous, on y répondra avec plaisir. Mais l'idée, c'est de se dire que si vous êtes encore en i7 ou si vous êtes sur une version 1 ou 2 de Sage SoundCloud, c'est de se dire que si vous faites une mise à jour en version 5, vous allez bénéficier également des nouveautés de la version 3 et de celle de la version 4. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir également donc, notre webinar qui est en V3, notre webinaire V3 qui est sur le site de YouTube, donc sur notre chaîne YouTube. Donc, pour commencer, la nouvelle charte graphique, puisqu'effectivement, Sage change sa charte graphique. Donc, au revoir le vert et bonjour le bleu. On est reparti sur vraiment une nouvelle charte graphique qui est un peu plus épurée, avec la possibilité également d'accéder aux autres applications, non plus par le bouton fichier, mais directement en cliquant sur l'application en haut. Ici, on voit, je vous ai mis quelques imprimes écran. Au centre de la barre d'outils de titre, on a vraiment le détail sur le fichier qui est ouvert, l'exercice sur lequel on se trouve, l'utilisateur connecté et éventuellement en gestion commerciale, on peut lier à des collaborateurs l'utilisateur, on peut directement le voir donc sur la barre de titre. À droite de la barre de titre, on va retrouver en fait le lien vers l'aide en ligne ainsi que le profil connecté. Alors, on va revoir un peu pourquoi on parle maintenant de profil connecté, puisque le mode de connexion au niveau de la version 5 évolue. Voilà, donc effectivement, on va avoir de nouveaux modes d'authentification. Donc pour ceux d'entre vous qui sont déjà utilisateurs de Sage, vous avez certainement déjà connu le souci du mot de passe perdu ou du mot de passe administrateur qui est différent d'une base à l'autre ou même d'un logiciel parfois à l'autre. Et donc pour pallier à ça, on a désormais la possibilité en version 5 de se connecter en fait avec deux modes d'authentification différents, qui sont donc se connecter avec Windows, donc ou se connecter avec Office. Alors, se connecter avec Windows, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'on va pouvoir se connecter à Sage avec son profil Windows, c'est-à-dire le profil qu'on utilise tous les jours quand on se connecte sur sa machine. Donc, on va pouvoir gérer donc l'administrateur. Effectivement, on ne va pas laisser la main à tous les utilisateurs sur l'administration des droits et des utilisateurs dans Sage, mais l'administrateur aura la possibilité de créer les comptes utilisateurs en reprenant l'identification Windows classique, celle qu'on utilise tous les jours dans Windows, dans les environnements bureautiques. On va également avoir la possibilité de se connecter avec le compte Office. Donc, je parlais tout à l'heure d'un renforcement du lien entre Sage et Office 365. Effectivement, si vous utilisez déjà un Office 365, vous avez la possibilité d'utiliser donc le même compte pour vous connecter à Sage et à Office 365. On va également avoir au niveau des nouveautés un outil de traçabilité. Donc cet outil de traçabilité, il va permettre de faire quoi? Il va permettre de visualiser toutes les modifications ou suppressions qui ont été réalisées dans le logiciel. Voilà, donc l'idée, c'est pas de stocker toute la base en historique, mais c'est au moins de stocker et d'historiser les données qu'on va dire sensibles. Ça va permettre de suivre les modifications qui ont été faites au niveau des logiciels, de conserver la trace des créations, modifications et suppressions d'enregistrement, et vous allez également avoir la possibilité donc de maîtriser un peu l'utilisation de cet historique en sauvegardant donc les anciennes valeurs dans le logiciel, mais aussi de les modifier derrière manuellement. Quels sont les champs donc, qui vont être traçables? Donc, si je prends en gestion commerciale ou en comptabilité, donc en gestion commerciale, ça va être bien sûr les champs articles, tout ce qui est tarification article. Donc, une modification, une suppression d'un tarif article, je vais pouvoir aller le consulter
dans mon historique des modifications et suppressions. Ça, c'est vraiment une vraie demande qu'on a depuis maintenant, ça fait quelques années que je fais du Sedge, et c'est vrai que c'est une demande qu'on a eue de manière récurrente. Il y avait des outils annexes qui permettaient de le faire, mais c'était pas présent en standard dans le produit. Donc là, maintenant, effectivement, on va avoir la possibilité de visualiser qui a modifié, quand et comment un article, un tarif, une ligne de document, donc les lignes de documents de vente ou d'achat, une en-tête de document. On va également avoir en fait un outil de recherche. Donc on va pouvoir rechercher par rapport à une plage de date, un utilisateur précis, ces modifications. Également au niveau du champ, donc des champs qui sont disponibles en comptabilité. Alors en comptabilité, les champs qui sont sensibles, c'est quoi? C'est les écritures comptables principalement, et éventuellement les informations bancaires. Donc les RIB, les IBAN, on va pouvoir suivre un peu qu'est-ce qui a été modifié et par qui. Voilà, c'est surtout un peu l'objectif. Voilà, donc quelques traces au niveau de ces historiques. Donc là, si je prends un exemple dans la base de gestion commerciale. Alors je ne sais pas si tout le monde a une gestion commerciale Sedge ou utilise plutôt la comptabilité, mais si je prends l'exemple de la gestion commerciale, parce que c'est assez parlant, on va pouvoir aller constater par exemple la suppression ici d'une facture. Vous voyez, on a une petite croix pour dire que si la facture elle a été supprimée. Voilà, donc c'était une suppression en date une facture en date du 27 qui a été supprimée le 14. Ici, je vais pouvoir voir effectivement les modifications sur les lignes de documents. On va voir un champ ancienne valeur et un champ nouvelle valeur qu'on peut également ajouter. Quelles sont les actions possibles? Donc, si je double-clique sur un enregistrement modifié, je vais pouvoir aller consulter l'état actuel de l'enregistrement. Je vais pouvoir appliquer donc différents critères de sélection, comme je vous disais précédemment, donc la période, l'utilisateur, le type de modification. Est-ce que c'est modification ou suppression? Dans la barre de recherche, je vais pouvoir rechercher donc dans les identifiants de l'enregistrement, visualiser toutes les modifications de facture. Voilà, par exemple, pour une facture, je vais visualiser la GDF 00239 et le logiciel va me retourner toutes les modifications qui auraient été effectuées sur cette pièce. Je vais également pouvoir rechercher par rapport à l'ancienne valeur. Voilà, donc, par exemple, toutes les modifications des écritures sur le compte 401 000. Et bien sûr, je vais retrouver mon copier-coller Excel qu'on a depuis les 100C, qui a été d'ailleurs amélioré. J'en ai pas parlé sur les V3, mais ça avait été revu un peu, puisque notamment sur les écritures comptables, on n'avait pas la possibilité de les copier, ne prenait que le jour. Donc il y avait un petit souci sur ça, donc ça a été corrigé. Et là, en l'occurrence, on va retrouver ce copier-coller dans Microsoft Excel pour conserver les informations avant la purge, par exemple. Autre nouveauté, la taille des champs. Donc la taille de certains champs va évoluer. Voilà, en fait, surtout l'objectif, c'est surtout pour être interfacé avec d'autres outils, notamment, et pour être aux dernières normes par rapport à ces outils, on va avoir les libellés d'écriture. Vous allez pouvoir mettre jusqu'à 69 caractères au niveau des libellés d'écriture. On a le code lettrage qui passe de 3 à 5 caractères. On va également retrouver l'intitulé des comptes tiers qui passe de 35 à 69 caractères. On va également, donc, au niveau des IMO, avoir des libellés d'immobilisation, de famille, de lieux plus longs. Bien sûr, les comptes tiers, si on retrouve d'un côté, comme vous le savez, la comptabilité, les IMO utilisent la même base de comptes tiers. Forcément, si on augmente le libellé de 69 caractères en compta, on augmente aussi de 69 caractères en immobilisation. Donc ça, on va vraiment retrouver cet aspect-là des deux côtés. En trésor, l'intitulé des prévisions de trésorerie en fait passera également à 69 caractères, tout comme l'intitulé des financements, des comptes tiers également, toujours ce lien, et des informations libres de type table qui passent de 21 à 35 caractères. On va également retrouver ça au niveau des moyens de paiement. Alors, je ne vais pas tous vous les donner, mais effectivement, on va retrouver l'intitulé du compte des échéances, des tiers de lots en saisie, dans les lots en saisie, des comptes tiers, des écritures. En gestion commerciale, alors en gestion commerciale, c'est l'intitulé des clients fournisseurs qui va bien sûr s'agrandir, ainsi que les adresses de livraison. Donc ça c'est plutôt pratique parce qu'effectivement parfois c'était un peu juste. Alors à défaut effectivement, ce qui ne s'agrandit pas, par exemple, c'est sur les lignes de documents, les lignes de documents, la longueur des champs reste la même.
Autre nouveauté, la calculatrice intégrée. Alors, c'est un petit peu une des nouveautés qui avait été demandée, en fait, notamment sur le Self-User Voice. Alors, le Self-User Voice, pardon, c'est une des nouveautés d'Essensé qui a pour but, en fait, de simplement vous donner la parole sur les nouveautés fonctionnelles du produit. L'idée, c'est de se dire que les meilleures idées viennent forcément des utilisateurs finaux, puisque c'est eux qui l'utilisent au quotidien, le produit. Et donc, l'idée, c'était dans ce Self-User Voice, de vous permettre de voter pour les nouveautés, et les nouveautés les plus plébiscitées sont intégrées dans les nouvelles versions. Et donc, la calculatrice intégrée, ça faisait partie des choses qui avaient été remontées assez fréquemment. Ça va permettre de faire quoi? Ça va vous permettre dans les zones de type montant de saisir par exemple une opération en utilisant au préalable le caractère égal, un petit peu comme ce que vous utilisez certainement dans Excel. Ensuite, vous pouvez utiliser la touche tabulation ou faire entrer pour gérer le calcul. Et donc, la calculatrice intégrée va ensuite vous permettre de faire des sommes, des soustractions, des multiplications, des divisions, d'utiliser des parenthèses, voilà, pour effectivement gérer la priorité, les priorités mathématiques, on va dire. Voilà, donc dans Sage sans Cloud comptabilité, qu'est-ce qui va être impacté par cette calculatrice? Les colonnes débit ou crédit, bien sûr. Donc dans le débit, vous pourrez contrôler par exemple que hors taxe plus TVA, c'est bien égal à TTC. Voilà, en faisant la somme des deux. En gestion commerciale, on va également avoir la possibilité d'impacter cette nouveauté sur les quantités et sur les prix. Voilà, ce qui va vous permettre effectivement de refaire des calculs, de faire 10%. Voilà, vous allez pouvoir faire des petits calculs comme ça sur les prix directement pour faire du prix net sans par exemple faire apparaître la remise. Ça peut être un des exemples d'utilisation. Ensuite, autre nouveauté, donc la gestion du logo. Donc, vous allez avoir la possibilité non plus d'associer un logo au document, mais de l'associer directement à la société. Qu'est-ce que ça sous-entend? Aujourd'hui, si vous avez plusieurs sociétés qui utilisent le même modèle de facture, mais pour lequel forcément vous avez des logos qui sont différents, vous êtes obligé de créer autant de modèles de documents que vous avez de sociétés utilisant ce modèle. Demain, si vous avez effectivement plusieurs sociétés, vous pourrez en gestion commerciale affecter le logo directement à la société et ensuite ça sera au niveau de la mise en page où on affectera non plus une image comme on faisait auparavant, on copier-coller l'image dans la mise en page, mais une zone qui fait référence à ce champ logo. Voilà, donc l'intérêt, c'est effectivement de réduire le nombre de modèles de mise en page et de plus se retrouver avec X modèles de mise en page multiplié par le nombre de sociétés, quoi. Alors, en plus, le logo, lorsqu'on le copie comme ça, il va garder en fait la proportionnalité, c'est-à-dire qu'il va conserver la taille en fonction de la zone variable que vous attribuez. Je fais également une petite rétrospective sur les nouveautés de Sage BI Reporting. Donc, Sage BI Reporting, c'est l'outil de BI et de décisionnel de Sage maintenant, donc qui est le remplaçant des éditions pilotées, qui est un outil 100% Excel et qui évolue lui aussi. Alors de manière un peu plus discrète, puisqu'effectivement ça concerne que les nouveaux utilisateurs BI et effectivement ça suit pas forcément les nouveautés fonctionnelles, puisque c'est une application qui sert à faire du reporting, donc les besoins sont pas tout à fait les mêmes. Mais voilà, déjà depuis quelques semaines, on a des enrichissements au niveau des modèles. On va retrouver des corrections, on va retrouver des nouveaux champs, on va retrouver des nouveaux connecteurs. Voilà, c'est vraiment un produit qui évolue à un rythme assez important. Ils apportent régulièrement des nouveautés au niveau du connecteur. Et donc, voilà, je vous ai listé quelques-unes de ces nouveautés. Par exemple, en gestion commerciale, une des nouveautés phares, c'est le multidomaine, le fait de pouvoir croiser les achats et les ventes. Excusez-moi. Et donc, effectivement, on va avoir la possibilité également de prendre en compte en gestion commerciale et en comptabilité la notion d'exercice, puisque
puisqu'auparavant, sur BI Reporting, lorsqu'on demandait l'année, c'était l'année civile et pas l'année de l'exercice social. Donc pour ceux qui étaient en exercice décalé, l'outil de reporting, il fallait effectuer des manipulations ou des champs calculés pour pouvoir ressortir l'exercice social et non pas l'année civile en fait. Donc là, en fait, on a abordé un peu tout ce qui était des nouveautés communes à tous les logiciels de la gamme. Hein. Donc, c'est des nouveautés sur la version 5 qui sont communes à la fois à la comptabilité, à la gestion commerciale, aux immobilisations, aux moyens de paiement. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est des nouveautés gestion commerciale. Donc, dans les nouveautés qu'on avait rencontrées sur la SandCloud, qui étaient des nouveautés un peu phares, puisque, comme on disait, c'était des choses qui n'existaient pas sur les i7, on avait les prospects. Et bien maintenant, on vient également rajouter la gestion des devis perdus. Donc, le circuit de validation, il est enrichi en fait de 2 nouveaux statuts. Donc, c'est des petites cases en fait qu'on peut aller activer dans les paramètres société pour permettre de gérer le statut devis perdu ou le statut devis archivé. Et donc, il sera possible également, lorsque vous avez des devis qui sont perdus en gestion commerciale, d'indiquer un motif pour effectuer justement le suivi de ces devis perdus, par exemple prix trop élevé. Donc, cette liste, elle est complètement paramétrable. Vous pouvez choisir effectivement les différents motifs que vous avez lorsqu'un devis est perdu. L'intérêt, c'est également au niveau de ces devis perdus, de pouvoir filtrer sur la liste des devis et de voir par exemple que les devis perdus, et si je reprends l'idée, c'est de reprendre que les devis perdus par exemple sur les prospects ou les devis qu'on aurait gagnés sur les prospects de la période. Voilà, ça permettrait d'identifier un peu ces différentes zones au niveau de la gestion commerciale. Autre nouveauté, donc dans la liste des documents, donc la petite question, c'est si d'un coup d'œil vous pouviez consulter la liste des factures réglées partiellement ou non réglées, est-ce que ce serait pas mal? Alors effectivement, c'est une demande qu'on avait déjà eue par le passé plusieurs fois, et effectivement, elle est intégrée sur cette version 5, c'est le fait de pouvoir visualiser tout de suite les factures qui sont totalement réglées, partiellement réglées ou non réglées dans la liste des factures. Donc, on va pouvoir, je vous ai montré un petit peu ici à l'écran, consulter donc le montant TTC des documents en liste des documents, donc de vente et d'achat. On va avoir une colonne TTC et donc on va également pouvoir ajouter la motion de solde dû pour visualiser ici voilà une facture par exemple qui n'est pas réglée et qui est due. Et en dessous, on va pouvoir voir par exemple des factures qui ont été réglées, donc il n'y a plus de solde dû. Donc on va avoir cette notion de solde dû qui est un nouveau champ qu'on va ajouter au niveau de la liste des factures. Alors bien sûr, cette notion de solde dû n'est disponible que sur la liste des factures. On va pas le retrouver sur les bons de livraison ou sur les bons de commande. On va retrouver cette notion de total TTC et de solde dû uniquement sur les factures. Autre nouveauté pour la gestion commerciale, la possibilité d'enregistrer des règlements par PayPal ou Stripe. Donc le client va retrouver la possibilité de régler en ligne via un accès rapide, soit dans le corps des mails si vous faites de l'envoi de facture par mail, soit dans le pied d'un PDF si vous faites de l'envoi de facture par mail et que bien sûr on ouvre le PDF. On va avoir la possibilité aux 2 endroits d'aller cliquer sur le petit bouton qui s'appelle payer maintenant et donc il va vous ouvrir directement le lien vers PayPal ou vers Stripe pour pouvoir aller régler. Donc ce lien il est rattaché à la facture, donc le montant, etc. Il va remonter automatiquement avec la facture. Et ça ne nécessite pas bien sûr ça nécessite d'avoir un compte PayPal et un compte Stripe ou un compte Stripe, on peut faire d'ailleurs soit l'un soit l'autre. Il faut affecter à ces modes de règlement et au mode de règlement du client le mode de règlement Stripe ou PayPal. Et ensuite, lorsqu'on l'envoie, automatiquement le petit encart payé maintenant va venir se rajouter dans les factures. L'intérêt, c'est également de pouvoir traiter ces règlements en passant par l'intégration des paiements en ligne. Donc, dans la gestion des règlements,
en fait, maintenant, on a un petit bouton qui s'appelle intégration des paiements en ligne qui va permettre d'aller récupérer dans votre gestion commerciale les paiements qui ont été effectués en ligne par rapport aux factures que vous avez envoyées. Autre point sur cet aspect-là, ça ne nécessite pas de modification de vos modèles de mise en page. Hein, le champ va venir se greffer. Alors déjà, il va venir se greffer sur les mails que vous envoyez, mais il va venir également se greffer sur le fichier PDF sans modification de vos modèles de mise en page. Et donc l'intégration des paiements en ligne, effectivement, ça va vous permettre, si je reviens un petit peu en arrière, de pouvoir visualiser ce qui était totalement, partiellement ou non réglé. Puisqu'effectivement, le fait de passer par cette fonctionnalité d'intégration des règlements qui existaient déjà auparavant pour récupérer les données qui viennent des règlements qui viennent de la comptabilité, et bien maintenant on retrouve une nouvelle fonction qui est l'intégration des paiements en ligne. Autre nouveauté donc sur la gestion commerciale, je vous ai dit tout à l'heure sur les versions 3, une des nouveautés qui était impactante dans le cadre de la loi antifraude, c'était le fait d'avoir des écritures venant de gestion commerciale qui étaient clôturées. Donc ceux qui sont déjà passés en version 3 ont certainement pris cette habitude de voir qu'effectivement une écriture de facture, par exemple de facture client qui arrive en gestion comptable, en comptabilité, elle est automatiquement clôturée. Et donc, c'était contraignant puisque l'inconvénient, c'est que s'il y a une erreur sur la codification comptable ou si on souhaite remodifier le nom du client parce qu'au final il y avait un souci, on ne peut pas le faire sur la facture. Il fallait forcément annuler l'écriture et puis la repasser. Mais maintenant, on va avoir la possibilité, lors des clôtures, de décocher cette option. On va également avoir la possibilité lors de la sauvegarde fiscale des données, puisqu'on est toujours dans le cadre de cette loi antifraude et d'un allègement aussi au niveau de la loi antifraude, d'avoir une boîte à cocher qui va nous permettre de supprimer les PDF fiscaux qui auraient été enregistrés sur la base de données. Parce qu'effectivement, avec le file stream et ce système de validation, on a maintenant, en fait, lorsqu'on valide une facture, comme elle doit être conservée et inaltérable, le logiciel stocke en PDF toutes les factures qui ont été éditées et qui ont été validées, en fait. Et donc maintenant, on a la possibilité de supprimer de la base de données les factures au format PDF pour éviter effectivement d'alourdir trop la base. Autre nouveauté, au niveau de la gestion commerciale, toujours, l'export des écritures au format paramétrable. Alors, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Aujourd'hui, ceux qui utilisent déjà gestion commerciale et comptabilité ont l'habitude de voir cette fenêtre qui permet d'effectuer une comptabilisation directement des écritures qui viennent de gestion commerciale en comptabilité. Pour les utilisateurs qui utiliseraient la gestion commerciale seule, sans système de comptabilité Sage, mais avec un autre logiciel de comptabilité, vous allez avoir la possibilité désormais de les exporter au format paramétrable et non plus seulement au format Sage, qui est un format normé, qui est très précis, qui est un format flagué. Voilà, vous allez avoir la possibilité de générer ce qu'on appelle les formats d'import-export paramétrables, qu'on utilise lorsqu'on fait de la récupération de données, par exemple, et d'aller générer un fichier d'écriture comptable pour un autre type de logiciel à partir de votre gestion commerciale, Sage. Les journaux de contrôle évoluent également. En version 3, lorsque vous vouliez éditer un journal comptable, vous n'aviez pas le choix que de valider les factures pour qu'elles apparaissent. En version 5, vous avez la possibilité de cocher une petite case qui permet d'inclure les factures non validées. Là encore, c'est plus une amélioration d'une fonctionnalité qui était existante en version 3. Voilà, on va vraiment pouvoir maintenant pallier à ce petit problème avec la version 5. Le numéro des factures fournisseurs. Alors, vous avez la possibilité de saisir le numéro de la facture de votre fournisseur dans les factures d'achat de la gestion commerciale au niveau de l'onglet Information. Donc, le bouton Information, où on retrouve habituellement l'adresse de livraison, par exemple, pour les clients, où on va retrouver le code affaires, le contact, etc. Vous allez avoir la possibilité, lorsque vous saisissez une facture d'achat, d'aller renseigner votre numéro de facture fournisseur dans un champ qui est dédié, et plus uniquement dans le champ référence, comme on le fait souvent, ou dans un autre champ, une information libre, etc.
Voilà, puisque bien sûr, il y a un numéro de pièce qui est donné au niveau de la facture d'achat. Lorsqu'on génère une facture d'achat en gestion commerciale, il y a un numéro de pièce qui est affecté. Mais ce numéro de pièce, c'est le numéro de pièce de sel, donc il est incrémental, mais voilà, il ne correspond pas forcément au numéro de facture fournisseur. Désormais, vous avez la possibilité de rajouter le numéro de facture fournisseur qui correspond à votre facture dans Sage. Et il est précisé que ce champ est disponible même sans l'option Sage Facture. Alors j'anticipe déjà sur des questions qu'on a pu avoir à ce sujet. C'est la question qui est de se dire, est-ce que ce champ va venir se déverser en comptabilité dans une zone? Alors pour le moment, non. Le champ numéro de facture fournisseur n'est qu'à titre d'indication dans la gestion commerciale. Il ne va pas se déverser dans votre champ numéro de facture ou dans votre champ référence, ce qui est effectivement dommage pour le moment. Les factures validées. Donc là, c'est pareil, je vous ai fait un petit imprimé écran. Dans les bas de page, dans vos filtres sur la liste des documents, vous allez avoir la possibilité d'aller visualiser les factures validées ou les factures non validées. Là où auparavant, effectivement, il y avait juste la mention qui était faite avec le petit cadenas qui nous permettait de voir une facture qui était validée ou pas. Alors, quand on parle de facture validée pour les utilisateurs de Sage, mais qui ne seraient pas en version 3, on distingue bien une facture validée d'une facture comptabilisée. Une facture validée, ça reste une facture en gestion commerciale. L'écriture n'est pas encore passée en comptabilité. On va maintenant passer donc aux nouveautés de la version sur la comptabilité. Donc, il va désormais être possible de personnaliser un mail en comptabilité et également en moyen de paiement, comme on le fait déjà en fait en gestion commerciale. Donc, depuis les versions 2, je pense, on a la possibilité de personnaliser le mail, le corps du mail qui est envoyé lors d'un envoi de facture, par exemple. Donc là, on va retrouver cette fonctionnalité en comptabilité et en moyen de paiement. Notamment, on va l'utiliser pour l'impression d'un rappel, par exemple d'une relance, ou pour l'envoi d'un extrait. Voilà, donc ces modèles d'impression, on va pouvoir les définir et seront automatiquement utilisés lors des éditions. Le paramétrage des modèles d'impression et de mail, donc il est disponible pour les 3 langues, puisque maintenant c'est vrai que Sage intègre petit à petit dans ces zones la possibilité de gérer jusqu'à 3 langues. Donc on a retrouvé récemment dans les nouveautés la possibilité de gérer des glossaires en multilangue, par exemple en gestion commerciale, ou d'effectuer des relances. Justement, les modèles de relance sont disponibles par langue également au niveau de la comptabilité. Et ça vient encore se renforcer puisque les modèles sont désormais disponibles également, les modèles de mail en 3 langues. Il va être également possible donc de personnaliser ces modèles pour chaque période de rappel, de personnaliser les modèles tiers justement par tiers, puisque vous savez que les modèles de mail, on peut les envoyer effectivement en fonction d'un paramétrage par défaut, mais on peut également définir tiers par tiers des modèles de mise en page. On peut également le faire pour les modèles de mail et pour cette personnalisation des emails envoyés. En moyen de paiement, la personnalisation des mails va se faire en fonction du schéma comptable. Alors le schéma comptable, pour rappel, c'est pour ceux qui sont utilisateurs des moyens de paiement, c'est le type de règlement, c'est-à-dire les virements émis, les prélèvements émis, les LCR, etc. À chacun ont un schéma comptable. Et donc sur chacun des schémas comptables, on va pouvoir personnaliser un mail. Alors à quoi ça sert? Ça sert effectivement lorsque vous envoyez un virement à votre fournisseur de le notifier de l'envoi de mail. Ensuite, on va retrouver les états personnalisés. Donc personnaliser vos états échéanciers et balance analytique. Alors, c'est des modèles qui n'avaient pas jusque-lors de possibilité de personnalisation. C'est-à-dire qu'on pouvait juste définir un classement, on pouvait juste définir, alors pour la balance analytique, est-ce qu'on voulait un type d'état, comme on voit ici, un type d'état base ou un type d'état développé. Maintenant, la possibilité, puisqu'on a des modèles de mise en page, de personnaliser la balance analytique et l'échéancier pour ajouter des champs ou en supprimer. Et donc ça, c'est bien sûr via la mise en page, au niveau de l'utilitaire de mise en page.
Alors ensuite, je vous parle du format CAMT 053. Alors il y a quelques années, on vous avait parlé du fichier CAMT 054, qui était le fichier pour récupération des virements rejetés ou des prélèvements rejetés. Qu'est-ce que c'est le format CAMT 053? C'est le relevé de compte au format XML. Aujourd'hui, pour ceux qui utilisent Sage Comptabilité et qui récupèrent leur relevé de compte directement dans la comptabilité pour faire notamment le rapprochement bancaire automatique, on récupère un fichier qui a la norme CFOMB, donc qui est la norme française, et qui ne regroupe pas énormément d'informations. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir le libellé de ce qui est passé, le montant, quelques informations de référence, mais ça reste limité. Aujourd'hui, donc, les trois logiciels de la partie finance, donc comptabilité, moyens de paiement et trésorerie, permettent de gérer les relevés au format CAMT 053. Il va falloir donc, pour cela, gérer les relevés de compte à travers Sage Flux Bancaire. Alors, ça me permet de faire une petite aparté sur Sage Flux Bancaire. Alors, qu'est-ce que c'est Sage Flux Bancaire? Aujourd'hui, pour ceux qui utilisent déjà moyens de paiement ou comptabilité, vous connaissez certainement Sage Direct, qui est l'outil de communication bancaire de Sage. Mais depuis quelques années déjà aussi, est apparu Sage Flux Bancaire qui permet de gérer la même chose que Sage Direct, mais également la double signature. C'est un outil qui est un outil web, hein, donc il n'y a pas d'installation de Sage Flux Bancaire sur les machines, contrairement à Sage Direct, et ça va permettre de gérer la double signature principalement. Donc, pour récupérer des fichiers au format CAMT 053, il faut basculer effectivement sur du Sage Flux Bancaire, puisque aujourd'hui Sage Direct ne permet pas de gérer ce format CAMT 053, puisque c'est un format XML. Donc, qu'est-ce que ça présente comme avantage de récupérer les relevés de compte à ce format? Ça va permettre, par rapport à un format CFOMB, de récupérer des champs de référence de transaction, de référence initiale, de numéro de chèque et de référence unique mandat. Donc, vous allez avoir des champs supplémentaires qui vont être récupérés, donc ces 4 champs supplémentaires. Et avec ces 4 champs supplémentaires, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? En fait, l'idée, c'est de pouvoir optimiser le rapprochement bancaire automatique, puisque l'intérêt de récupérer les relevés de compte, actuellement, c'est déjà le cas, c'est de pouvoir rapprocher de manière simplifiée, de faire son rapprochement bancaire de manière simplifiée, c'est-à-dire d'avoir en haut le relevé de compte bancaire et en bas les écritures qui viennent de la comptabilité. Et donc, pour cela, comment on va faire? On va gérer les comparaisons. Donc, on va avoir la possibilité de choisir les zones qu'on va comparer de l'écriture comptable avec ceux de la ligne d'extrait. On va pouvoir choisir le nombre de caractères à comparer dans les deux zones et on va pouvoir définir une position à partir de laquelle on va comparer ces zones. L'idée étant de se dire que par le biais des codes interbancaires, le rapprochement se fasse vraiment de façon automatique, puisqu'aujourd'hui, pour ceux qui utilisent déjà le rapprochement bancaire automatique, c'est pas vraiment automatique, c'est un rapprochement bancaire assisté, puisque c'est quand même vous qui allez cocher en haut et en bas les cases pour faire le rapprochement bancaire. Demain, l'idée c'est que ce soit vraiment 100% automatique. Donc, alors excusez-moi, parce que j'ai encore un petit peu j'entends un bruit. Alors, je monte juste un petit instant. Voilà. Donc, le format CAMT 053, excusez-moi, je reviens vers vous. Donc, le format CAMT 053, il va également permettre de générer en automatique des écritures comptables. Et donc, ces écritures comptables, comment ça va être géré? En fait, on va définir un modèle de saisie pour chaque code interbancaire afin de pouvoir générer une écriture automatiquement depuis le rapprochement bancaire automatique et donc depuis les relevés de compte. L'idée étant de se dire que si je sais identifier le type d'écriture dont il s'agit, je suis en mesure de passer l'écriture directement dans ma comptabilité
via ce format de fichier. Voilà pour les formats CAM 053. Alors n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de plus de précision. Ensuite, on va voir la saisie des opérations bancaires. Donc pour ceux qui utilisent la saisie des opérations bancaires, une fois que votre extrait bancaire a été incorporé en gestion des extraits, il sera désormais plus nécessaire de l'incorporer une seconde fois dans la saisie des opérations bancaires, puisqu'auparavant, lorsqu'on récupérait l'extrait dans la comptabilité, si on voulait l'utiliser dans la saisie d'opérations bancaires pour faire sa saisie sur relevé, c'est uniquement dans le cas de la saisie sur relevé, il fallait aller sélectionner le relevé une première fois. Maintenant, on peut directement appeler l'extrait et ça va permettre de sélectionner un extrait de la gestion des extraits pour répondre à la saisie d'opération bancaire. Donc, c'est valable aussi bien pour les extraits CEPA, donc CAM 053, que pour les extraits CFOND. Autre nouveauté bien pratique sur la comptabilité, parce que j'imagine qu'effectivement, vous avez peut-être déjà eu la demande, pour ceux qui utilisent Sage, de votre expert ou de votre commissaire aux comptes de leur fournir un fichier FEC. Le problème, c'est que le fichier FEC, pour être émis au niveau du logiciel, il faut que l'exercice soit clôturé. Mais maintenant, ce sera plus nécessaire. Vous pourrez exporter un fichier des écritures comptables directement à partir de la fonctionnalité, donc transfert vers d'autres logiciels. Et donc comme ça, vous n'aurez plus forcément besoin de clôturer et de faire des manipulations pour pouvoir générer un fichier FEC pour le commissaire au compte, par exemple. De même, vous pourrez importer le format, le fichier FEC en fait. Donc ce fichier FEC, il y a un format d'import paramétrable qui est déjà créé, et donc vous pourrez, en cas si vous avez besoin de récupérer des écritures à partir d'un fichier FEC, directement aller le sélectionner. Alors, je mets quand même une petite réserve sur cet aspect-là, bien sûr pour les importations de fichiers. L'importation de fichiers ne se fait pas comme ça, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une similitude au niveau des codes journaux, des comptes, etc. Puisque bien sûr, le logiciel, pour importer des données, il a besoin d'avoir les différents éléments qui sont déjà existants dans la base. Autre nouveauté comptabilité, et pas des moindres, puisque maintenant on a la possibilité de rechercher les écritures d'un même montant directement à partir de l'interrogation et lettrage, par exemple. Donc je suis dans mon compte client ou dans mon compte fournisseur. Je m'attendais à avoir un règlement puisque je l'ai saisi et je ne le vois pas apparaître dans mon interrogation et lettrage. Mais j'ai la possibilité de cliquer sur le petit bouton rechercher les écritures de ce montant, et le logiciel il va rechercher ces écritures directement donc dans toute la base de données, y compris sur d'autres clients et y compris sur d'autres exercices, puisqu'on a maintenant un bouton qui s'appelle le bouton période qui va permettre d'étendre la recherche à l'exercice précédent. Donc vous allez pouvoir faire une recherche d'un montant sur plusieurs exercices directement à partir de cette recherche, cette nouvelle recherche en fait. Le bouton montant, on retrouve ici, il va vraiment permettre de rechercher les montants proches, puisqu'après, on va pouvoir régler au niveau des paramètres société, donc dans les préférences, le montant proche. C'est-à-dire que ici, si j'ai dit que je voulais rechercher les montants de 5 en 5, je vais pouvoir rechercher les montants qui ont 5 € en plus ou en moins par rapport à l'écriture que je recherche, et ainsi de suite. Autre nouveauté, là encore, sur la comptabilité, une vraie amélioration puisque pour ceux qui ont déjà essayé d'utiliser les registres de taxes au niveau du logiciel ou d'effectuer des déclarations de taxes, un des soucis majeurs, c'est que il fallait passer par des systèmes de lettrage qui étaient bien précis. C'est-à-dire qu'on devait faire du lettrage, soit du lettrage en saisie, soit passer par les moyens de paiement pour pouvoir récupérer et mettre à jour les registres de taxes et donc générer la déclaration de TVA. Et bien ça, sur les versions 5, c'est fini, puisque lors d'un lettrage manuel des écritures, le registre de taxes de l'écriture d'achat ou de vente, il est automatiquement repris dans l'écriture de banque associée. Et pareil, donc dans le cadre de la gestion des règlements unifiés, les colonnes statut règlement, montant réglé et date de dernier règlement, ils seront également alimentés sur l'écriture d'achat et de vente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vous permet
d'envisager la mise en place, par exemple, de la déclaration de TVA. Puisqu'aujourd'hui, une des principales contraintes, c'était la façon de lettrer. Alors, il y en a d'autres, effectivement, le fait de gérer les codes taxes, de gérer des comptes qui sont bien identifiés quand on fait de la TVA sur encaissement ou de la TVA sur les débits. Voilà, ça, c'est des choses qui sont toujours présentes, mais maintenant, on n'a plus l'obligation de passer par le lettrage en saisie ou de passer par les moyens de paiement, ce qui était quand même contraignant. Alors, quelques autres nouveautés, puisque là, j'ai pas pu les réunir sous un titre particulier. On peut interroger donc les comptes autrement depuis donc la gestion des comptes généraux tiers. Là encore, c'est une nouveauté qui était remontée par le Sales User Voice, donc qui était en tête, puisque lorsque je fais des présentations comme ça de nouveautés, généralement, j'hésite pas à montrer le Sales User Voice, puisque Sales nous a montré par le passé du coup qui prenait vraiment en compte les nouveautés qui étaient ajoutées, et les demandes des utilisateurs, et notamment celle-ci, elle était placée assez haut dans la liste. C'est le fait de passer d'un compte à l'autre. Quand on est sur une interrogation d'un compte client, si j'utilise les boutons suivants précédents, je vais pouvoir naviguer sur les comptes qui se comportent en fait de la même façon que le compte sur lequel j'étais. Alors je m'explique. Je suis sur un compte qui est non lettré. Et en fait, seuls les tiers qui possèdent des écritures non lettrées vont apparaître lorsque je vais utiliser le bouton suivant précédent. Ce qui évite de passer sur tous les comptes qui sont soldés ou qui sont complètement lettrés, alors que effectivement, moi je veux juste aller voir dans mon lettrage les comptes que j'aurais pas lettrés, et j'ai pas envie d'aller voir en utilisant le bouton suivant précédent tous les comptes, quoi. Donc l'intérêt de cette fonctionnalité, c'est juste une petite aide à la recherche, mais effectivement c'est quelque chose qui avait été demandé par les utilisateurs. Autre nouveauté pour ceux qui utilisent les rappels relevés, le tri et regroupement dans les fenêtres de rappels relevés. Effectivement, on a la possibilité dans les versions, au niveau des listes des tiers ou des listes des articles ou des comptes, d'effectuer un regroupement. Alors on l'utilise peu, c'est vrai, puisque effectivement généralement il n'y a pas de sous-toto, etc. Mais là, d'un point de vue visuel, c'est vraiment pratique de pouvoir l'utiliser dans les fenêtres de relance. Et donc je peux regrouper par exemple toutes les écritures qui sont à relancer pour un client donné. C'est ça l'intérêt de la fonction. Et je peux également trier maintenant sur beaucoup plus de champs, là où avant je n'avais que quelques champs sur lesquels je pouvais trier dans ma fenêtre de relance. Encore d'autres nouveautés, identifier donc rapidement la part que représentent les retards de paiement sur le chiffre d'affaires. Ça, c'est l'état du rapport des délais de paiement qui a été ajouté sur les versions sensées. Dans état tiers, vous avez le rapport des délais de paiement. Effectivement, il y a eu une modification qui a été apportée, puisque sur cet état qui est obligatoire, il a été demandé de rajouter le pourcentage du chiffre d'affaires. Donc tout simplement, c'est juste une petite amélioration qui a été demandée au niveau de cet état, qui permet de voir le pourcentage du chiffre d'affaires pour chaque période, en fait. La régularisation des chargés produits, donc les charges constatées d'avance, produits constatés d'avance, les factures à établir et les factures non parvenues, qu'on peut déjà faire depuis les i7. Alors je le dis parce que souvent on pense que c'est une nouveauté de la SoundCloud, mais en fait on pouvait déjà le faire en i7. C'est juste qu'effectivement ça a été amélioré sur chaque version de la SoundCloud. Il y a eu son lot d'amélioration sur la régulation des chargés produits. Dernièrement, on a eu donc sur les versions 3 la possibilité de visualiser les écritures. On a eu sur les premières versions SoundCloud la possibilité de récupérer les libellés d'origine, et non plus seulement celui du modèle de saisie, donc récupérer les libellés d'origine, les références, etc., les informations en fait qu'on avait sur l'écriture d'origine, puisque l'intérêt de la régulation des chargés produits, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de basculer directement les écritures de CCA, PCA en OD et d'extourner également directement ces écritures. Ça évite effectivement en fin d'année de devoir récupérer toutes les écritures qui ont des périodes d'application différentes et de devoir repasser manuellement l'écriture,
avec le risque d'en oublier et puis surtout la contrainte de devoir le gérer séparément du logiciel. Donc les charges constatées d'avance, produits constatés d'avance, il ne faut pas hésiter, et puis même les factures non parvenues et clients factures à établir, il ne faut pas hésiter à les gérer dans Sage. Bien sûr, on peut vous accompagner pour la mise en place de cette fonctionnalité si toutefois vous le souhaitez. Et donc la nouveauté qui concerne la version 5 sur cette régularisation des chargés produits, c'est la génération des écritures de régularisation va reprendre en fait le champ de contrepartie tiers. C'est-à-dire que vous allez maintenant pouvoir identifier quel client et quel fournisseur est concerné, puisque dans l'écriture comptable, lorsqu'on fait des écritures de régularisation sur une charge, forcément, on ne voit pas en contrepartie le tiers qui est indiqué, puisque en contrepartie d'une charge constatée d'avance, on va avoir un compte de charge. Donc, en l'occurrence, là, on va pouvoir identifier directement le tiers sur ces charges constatées d'avance. La sauvegarde fiscale, alors juste une petite nouveauté par rapport à la sauvegarde fiscale des données. Bon, vous voyez un peu ici sur les différents écrans que j'ai pu vous montrer, je prendrai juste 2-3 minutes pour vous montrer en fin de session. Vous voyez quand même un peu comment le produit se présente maintenant. Mais effectivement, c'est une nouvelle ergonomie, une nouvelle présentation. Donc le traitement des opérations annuelles de sauvegarde fiscale va intégrer maintenant l'impression directement du journal des événements légaux. Comme ça, effectivement, vous pourrez fournir le journal à date en cas de contrôle, là encore, pour savoir un peu à quelle date ça a été clôturé, à quelle date ça a été archivé, les ouvertures d'exercice, etc. Tout ça, c'est mentionné dans le journal des événements légaux. Donc, dans le cas d'une sauvegarde fiscale, donc l'opération annuelle, ça va apparaître. Une nouveauté quand même dans les immobilisations, c'est pas souvent, puisqu'effectivement les immobilisations, pour le coup, c'est un logiciel qui évolue peu, déjà parce qu'effectivement sur les IMO, les évolutions légales qui seraient impactantes sur des logiciels sont pas nombreuses. Puis c'est un logiciel qui fonctionne déjà très très bien, qui ne nécessite pas forcément beaucoup d'amélioration. Néanmoins, ils ont rajouté un SRA des acquisitions, donc qui va vous permettre d'éditer rapidement la liste des IMO acquis sur la période souhaitée à partir d'un modèle standard ou personnalisé, ainsi que du coup les différentes ruptures. Donc les différentes ruptures qu'on va retrouver habituellement, le type d'acquisition, les familles, les exercices d'acquisition, etc. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. Ce que je vous propose avant de terminer, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les passer sur le chat, que vous retrouverez en haut. Je vais vous présenter rapidement, alors je vais le mettre sur une comptabilité pour que vous puissiez un petit peu voir les nouveaux écrans, parce que pour ceux qui utilisent déjà Sage, effectivement, les couleurs changent un peu. Bon, après, j'ai pas encore eu beaucoup de retours sur la nouvelle ergonomie. Est-ce qu'elle plaît, est-ce qu'elle plaît pas, parce qu'après, ces notions de couleur, ça peut être assez subjectif. Donc voilà, la nouvelle interface de comptabilité. Donc je vais avoir la possibilité effectivement ici de me connecter, donc soit avec mon utilisateur administrateur, soit de me connecter avec mon profil Windows, ici. Donc l'avantage, c'est qu'effectivement, du coup, je n'ai pas besoin de retenir un mot de passe pour la comptabilité, puisque si j'ai déjà retenu celui qui me permettait d'ouvrir mon poste, normalement c'est suffisant pour pouvoir accéder. Donc là, effectivement, je vais retrouver ma fenêtre de fond, je vais retrouver mes différents menus. Alors malgré tout, même si effectivement il y a un changement d'ergonomie, de couleur, c'est plus au niveau de la couleur que de l'ergonomie en réalité, ça reste le même produit, mais du coup l'avantage c'est que clairement on voit, il y a un meilleur contraste lorsque je suis sur mes journaux saisis. Je vois que je suis sur ma ligne journaux saisis. J'ai également donc la possibilité d'accéder ici à ma liste des journaux. Je vais retrouver vraiment toutes ces fonctionnalités. Je vous expliquais tout à l'heure que dans ma gestion des comptes tiers, si j'interroge un client,
et que j'agrandis, je vais pouvoir basculer sur le menu suivant, sur les différents clients non lettrés. Et donc ici, si j'avais eu un client entre deux qui avait été, ou un fournisseur, puisque ici je passe sur les tiers, si j'avais eu un client ou un fournisseur qui était complètement lettré, il aurait volontairement passé, puisqu'ici je ne demande que les écritures non lettrées. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, et du coup si j'avais beaucoup de comptes qui étaient non lettrés, il ne me les passait pas. Voilà, donc ici effectivement je vais avoir cette possibilité. J'ai également maintenant la possibilité de rechercher donc les écritures de ce montant, c'est ce que je vous expliquais, ça fait vraiment partie des nouveautés plutôt sympas sur la version comptabilité. Donc là je peux rechercher tous les montants de 23 517 €, et donc je peux faire une recherche y compris sur l'exercice précédent, ce que je ne pouvais pas faire auparavant, ou une recherche sur toutes les écritures du même montant. En l'occurrence je n'en ai pas. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai montré aujourd'hui. Alors, on a eu quelques petits soucis techniques et je prends vraiment des excuses sur cet aspect-là. Voilà, c'est vrai que l'idée, c'était vraiment de vous montrer les nouveautés de cette version 5. Donc, encore quelques écrans ici. Donc, je vous ai parlé effectivement de l'échéancier sur lequel maintenant, on a la possibilité d'avoir un modèle personnalisé. On va également toujours retrouver, alors ça c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais on retrouve également le dashboard ici qu'on avait déjà sur les anciennes versions de la Sensei. La possibilité de basculer d'un logiciel à un autre directement ici. Alors auparavant on allait dans Fichier, mais parfois effectivement ça ne fonctionnait pas, puis c'était un peu plus brouillon. Maintenant on a vraiment la possibilité de passer ici d'un logiciel à l'autre. Donc là, par exemple, je bascule sur la gestion commerciale. Alors, ça s'ouvre sur mon autre écran. Voilà. Ah, je suis malmené un peu. Voilà. Donc là, je suis sur la gestion commerciale. Et donc, je vais retrouver directement au niveau de ma gestion commerciale, par exemple sur mes devis, la possibilité de voir mes devis perdus. Oui, donc là, j'ai un devis que j'ai perdu. Alors, c'est pas que j'ai perdu le devis, c'est-à-dire qu'il n'a pas été gagné. Les devis éventuellement archivés. Je vais également avoir la possibilité dans mes factures, dans ma liste des factures, de voir les factures qui n'ont pas été payées. Ici, j'ai des petites icônes rouges. Donc effectivement, si je vais ici dans mon client et que je renseigne un règlement, je peux renseigner une modèle de mise en page par défaut. Alors cette notion de modèle de mise en page par défaut, on la retrouve toujours ici au niveau des éléments documents. Voilà, ici, il faut que je rattache un modèle qui existe, puisque celui-ci il a dû être déplacé. Enfin, donc, on a vraiment de nouvelles couleurs. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant quand on a l'habitude du noir et un peu de l'austérité. On est parti sur des écrans qui sont blancs et qui sont du coup assez vifs à l'œil, on va dire. Voilà. Donc, effectivement, ça me permet de vous montrer quelques nouveaux écrans au niveau de l'outil. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et de toute façon, notre webinaire et tous nos webinaires, d'ailleurs, ceux qu'on a pu faire précédemment, vont être disponibles. Donc celui-ci va être disponible y compris sur notre chaîne YouTube. Donc on va retrouver ici celui des Sensei version 2 pour ceux qui sont encore en version 1, par exemple. Vous avez aussi les versions 2, un peu en dessous les versions 3, et puis donc là, prochainement, la version 4.